Mathias Malzieu, 11 mai 2020, Paris. Bonjour Mathias Malzieu. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous, comment vous sentez-vous et que ressentez-vous par rapport à tout ce que nous venons de vivre et par rapport à cette date particulière du 11 mai qui signe en France le déconfinement? C'est plusieurs émotions qui me traversent parce qu'en même temps, il y a une petite joie miniature de franchir une étape, à savoir se dire que bon, voilà, on va pouvoir peut-être faire un petit peu de vélo, de skateboard ou de marcher, loin, très très loin les uns des autres, hein. Donc c'est une toute petite fête. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que les gens, beaucoup prennent ça comme une victoire de Coupe du Monde ou la fin d'une guerre, alors que c'est pas du tout la fin de la guerre. C'est juste une toute petite étape et un essai d'amélioration qui, s'il n'est pas validé par le civisme des gens, sera une machine arrière toute en quelques semaines avec un reconfinement. Donc, je prends quand même la joie de cette petite progression, mais avec parcimonie, parce que de toute façon, il va falloir civiquement, individuellement et collectivement, traiter cette nouvelle liberté avec parcimonie. Donc j'essaie de la prendre à sa juste toute petite mesure. Au lieu de se dire on va faire la grosse fête le 11 mai, ou on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, on va faire un petit truc. On nous donne un petit truc, prenons-le. Mais il va falloir faire très attention, sinon bah, voilà. on, va retourner, euh, on va retourner en confinement en moins de deux. Alors, tous vos romans, toutes vos chansons et tous vos films sont un hymne à l'imaginaire. En quoi est-il si nécessaire et surtout par ces temps de crise, par ces temps de doute? En fait, c'est un muscle, l'imagination dont on est doté à l'enfance et qu'on muscle assez spontanément quand on n'est pas encore marqué socialement. Parce que voilà, quand on a un enfant, eh ben, il y a moins de rigidité dans les choses. Du coup, on se permet d'imaginer. Ensuite, on perd un petit peu ça par le marquage social, parce qu'il faut être quelqu'un, il faut appartenir. Il y a tout ce moment-là qui écrase un petit peu l'imagination. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas s'en passer et qui finissent par le cultiver. Et on appelle ça, quel qu'il soit, des artistes, finalement. Peu importe qu'ils soient peintres, romanciers, cinéastes, ou peu importe, quoi. Mais en tout cas, ceux qui créent quelque chose refont appel à cette imagination. Donc on les met un petit peu comme dans une marge. Alors, c'est une marge passionnante, mais c'est une marge. Et c'est là qu'on fait, à mon avis, une erreur terrible, parce que l'imagination, tout le monde en a besoin, pas seulement ceux qui créent, pas seulement les artistes. Déjà, c'est la base de l'empathie. Donc, par rapport à votre question sur ce qui se passe en ce moment, l'imagination, c'est ce qui permet déjà l'empathie. C'est-à-dire que pour se mettre à la place de quelqu'un, il faut avoir de l'imagination. L'imagination, elle n'est pas là juste pour imaginer des sirènes ou des licornes ou des géants. Elle est là, en fait, pour se projeter, pour, en fait, avoir un rapport aussi à soi-même, une, euh, une petite distance avec la réalité, avec sa réalité, pour se moquer de soi-même déjà. La possibilité de l'autodérision, c'est un des muscles de l'imagination. Donc tout ça, on en a énormément besoin. Et pour avoir de la nuance aussi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment, outre la question du coronavirus, où socialement et politiquement, on a une montée des populismes, on a quelque chose qui nie de plus en plus l'identité, au profit malheureusement de l'identitaire. Et je crois qu'avoir de l'imagination, c'est permettre la nuance, permettre de se tromper, permettre d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Mais en imaginant quelque chose qui n'existe pas, avoir une idée qui se transforme, qui transforme peut-être un petit peu le réel. Et tout ça, en fait, fait du lien entre soi et les autres, entre son vrai soi et les autres. Et ça, c'est très important parce que pour bien s'occuper des autres, c'est-à-dire être dans la société au sens collectif, soi-même, il faut être en forme. Et en forme, c'est-à-dire s'aimer suffisamment pour pouvoir aimer les autres. Sinon, on va être que en fait un groupuscule extrême qui se plaint et qui râle parce qu'on n'est pas autonome, donc on se plaint de ce que l'autre il a mieux et l'autre il fait pas, et on fait que commenter sur les réseaux sociaux notamment ou autres, et on fait que commenter, 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 râler, commenter, râler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de quoi râler ou de quoi pas commenter, c'est pas ce que je dis. C'est juste que pour en fait avoir une attitude constructive, il faut avoir un petit peu d'imagination, un petit peu d'humour et un petit peu un accès possible à sa vie intérieure. Pas antérieure, ça c'est un lapsus, mais vie intérieure. Et je crois que le confinement, euh,
C'était pas non plus un havre de paix parce que évidemment tout le monde a travaillé, tout le monde a ses angoisses, son passif, son passé, l'impact économique qu'il a sur sa vie entre guillemets réelle. Mais il a pu permettre chez certains de retourner vers cette intériorité-là. Donc c'est très précieux. On s'aperçoit aussi que chez ceux chez qui justement il n'y a pas eu cet accès à l'intériorité, eh ben, ils ont fait que se plaindre. Finalement, c'est les premiers qui sont sortis, aller danser quand c'était pas permis. Il ne faut pas avoir d'intériorité et pas d'imagination du tout pour prendre le risque pour soi et pour les autres d'aller danser à Montmartre pendant que tous les soignants sont en train de se battre et de prendre des risques pour sauver des vies. Vous parlez des artistes, vous en êtes un également. On a vu que les artistes étaient très présents, notamment sur les réseaux sociaux, pour offrir Oui, des chansons, offrir des textes et faire plein de choses. tout à Néanmoins, fait. que redoutez-vous pour le secteur de la culture qui est en grand danger aujourd'hui face aux conséquences de la crise du coronavirus? Et vous-même, vous l'expérimentez puisque vous veniez de lancer un film, la bande son de ce film-là, et qui est lié à un roman aussi dont on va parler. Écoutez, effectivement, il y a eu, comme dans toute crise, il y a comme à l'époque les nepman, hein, les gens qui l'utilisent à des fins personnelles, et puis il y a des élans de solidarité, il y a des choses de créativité jolies aussi. Et c'est vrai que je trouve que les réseaux sociaux, même si j'en disais, je sais pas que j'en disais du mal, c'est un outil, ça dépend comment on l'utilise. Quand il est mal utilisé, voilà, est une poubelle à haine et à râlerie, pas toujours avec beaucoup de discernement, mais c'est aussi le moyen possible du lien et de la connexion entre nous tous confinés. Et on a vu aussi de très belles choses grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est le point positif. Après, effectivement, bon, tous les milieux sont impactés économiquement et moi, j'estime que je fais encore partie des privilégiés. Pourquoi? Déjà parce que je bénéficie de l'intermittence du spectacle. Donc, on est un des seuls pays au monde à bénéficier d'un truc comme ça pour les artistes. Donc, bon, ouais, il y a des choses à améliorer toujours et je ne dis pas que c'est idéal, mais en tout cas, il faut savoir aussi apprécier les avantages qu'on a. Ensuite, moi, je fais partie des privilégiés, j'estime, parce que justement, j'ai cet accès possible à l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, bah, j'ai pas besoin de sortir, j'ai pas besoin de répéter avec mon groupe de rock, j'ai pas besoin d'un décor de cinéma et d'une équipe qui, évidemment, en temps de coronavirus, c'est impossible. C'est juste entre mon cœur et mon cerveau, à l'intérieur de chez moi, que ça peut se passer. Donc ça, c'est une chance. Donc j'estime déjà à titre personnel que bon, bah, j'aurais pu aussi déprimer, me plaindre et ne rien faire pendant le confinement. Mais à partir du moment où je décide de travailler, j'avais même pas besoin de télétravailler, j'avais juste besoin de travailler et d'écrire. Et c'est ce que j'ai essayé en tout cas de faire avec des fois, évidemment, hein, je suis pas une machine non plus. Des moments où on a des petits coups de blues, des coups de mou aussi, mais en tout cas, je suis arrivé à faire quand même avancer certaines choses. Après, il est évident que ce qui se passe est terrible pour les films. Moi, du coup, j'ai heureusement et malheureusement l'expérience de plusieurs choses. Donc moi, j'ai travaillé sur un film pendant 4 ans. Il est sorti 4 jours. Et après, les cinémas ont fermé. En plus, comme il est sorti 4 jours, le CNC m'a interdit de le sortir sur une plateforme, alors que nous avions une offre pour ça. Donc, je ne veux surtout pas être celui qui râle de la situation, parce que encore une fois, on est tous logés à la même enseigne. Là, il y a une petite injustice quand même, parce que je comprends cette loi de la chronologie des médias, et je la défends d'ailleurs, parce que j'ai fait un film de cinéma et je voulais qu'il sorte en salle et pas ailleurs. Mais dans ce contexte-là, quand on a travaillé 4 ans et que le film sort 3 jours avec des salles qui étaient déjà complètement vidées, et à raison, d'ailleurs, j'étais même mal à l'aise, moi, de faire la promo les derniers jours et de dire aux gens, allez voir mon film au cinéma avec le risque qu'ils encouraient. Donc, c'était, voilà, il aurait dû ne pas sortir, mais bon. Et aujourd'hui, bon, personnellement, voilà, je ne peux pas, il ressortira dans les salles, mais on sait très bien que quand les cinémas vont réouvrir, les gens auront envie de faire tout, sauf d'aller se reconfiner avec d'autres gens au risque de se contaminer et ont envie de grand air, et ils auront bien raison. Donc ça, c'est voilà, à titre personnel, je vois ce qui peut se passer pour certains films.
Ensuite, moi, j'avais un album aussi qui était la bande originale de ce film qui est sorti une semaine avant. Donc, il est resté une semaine dans les magasins, qui même si on s'appelle sait que voilà. Une sirène à Paris. Mathias? Vous êtes comme Mathias, ça sur l'image. on vous Ah, a je vous perdu. retrouve, on dirait. Voilà, on vous Hmm, retrouve. je Donc, vous entends plus. je donnais juste le titre du film qui est Une sirène à Paris. Ah, je sais pas ce qui se passe. Je vous entends avec la voix de Daft Punk là. L'image, voilà, Ouais, on vous retrouve, tant mieux. Je disais juste que le je titre, vous retrouve, mais c'est pas terrible chez vous, ouais. que le titre du film est donc Une sirène à Paris. Ça y est, ça. Mathias? Ah, oui, ça y est, je vous entends. Ouais. Ok, parfait. Je disais juste que le titre du film est donc Une sirène à Paris. Oui. Le titre est Une sirène à Paris. C'est un roman que j'ai sorti l'an dernier et que j'ai adapté en film et en disque. Mhm. Le disque s'appelle Surprisier. C'est pas seulement une bande originale, c'était les chansons du personnage principal qui est un surprisier. Et donc voilà, c'est beaucoup de joie mais beaucoup de travail et tout ça est un petit peu tombé bah, mort dans l'œuf un petit peu. Enfin pas le livre parce qu'il était sorti il y a un an, mais le disque, le film et la tournée, alors qu'il je devrais être en tournée. Mhm. Donc cette tournée pour l'instant est reportée. Il y avait tous les festivals d'été qui arrivaient derrière. Et cette tournée est reportée pour l'instant à octobre, bien que voilà, moi, en tout cas, je suis pas du tout partisan de faire des concerts avec des masques ou des gens qui sont à 3 mètres les uns des autres ou ce genre de choses-là. Donc nous, on est partisans de reprendre quand les conditions sanitaires seront réunies pour faire des concerts et donner un vrai spectacle aux gens qui puissent en profiter comme il faut, quoi. Sinon, je préfère encore faire des transpositions numériques comme on a pu le faire plutôt que de faire les choses à moitié en risquant pour la santé des gens. Donc j'ai vu cet impact à titre personnel. Donc évidemment, je ne peux que me projeter collectivement. Et effectivement, c'est une catastrophe. Il faut pas, c'est pas d'être négatif. Il faut pour lutter contre un ennemi, il faut le connaître et le définir. Bon, bah là, il y a ouais, une petite catastrophe économique pour tout le monde et évidemment pour les gens de la culture parce que le cinéma, à l'échelle de mon film, mais à la limite presque peu importe mon film, les concerts, les festivals, voilà, les festivals, c'est pas juste mon groupe ou des groupes, c'est aussi les organisateurs de festivals, c'est les programmateurs. Enfin, je sais que par exemple notre tourneur, ben, en fait, le seul travail qu'il fait en ce moment, c'est essayer de reporter les dates pour une date où il n'est pas du tout sûr que ce sera possible. Le seul travail qu'il fait, c'est essayer de recaler des tournées à des dates ultérieures qui ne sont pas encore confirmées. C'est la difficulté. Peut-être que c'est la plus grosse difficulté finalement de cette situation, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est pareil que la question de l'ennemi. Quand on sait à qui on a affaire ou pour combien de temps on a affaire à lui, eh ben on peut se projeter un tout petit peu. Quand on se casse la jambe, on se dit bon ben voilà, 2 mois de plâtre, un mois de rééducation, et si je fais pas trop le con et que je suis un peu sérieux, ben dans 3 mois je recouvre mes possibilités d'avant. Là pour l'instant c'est pas en fait. On a affaire à une brume, on ne sait pas. Il y a les avis changent, on ne sait pas comment le virus va évoluer, on ne sait pas comment les gens vont se comporter. Là, vraiment, c'est vrai qu'on parle du 11 mai. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que pour moi, c'est une fête où on ne doit pas encore hurler à la victoire, surtout pas, quoi. Hein. On doit prendre le plaisir de ce petit plus de liberté, mais faire attention. Et si les gens se comportent mal, on va reculer. On va reculer. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, la seule réponse, elle est malheureusement pas économique. Il faut être sur le présent, quoi. Il faut avoir une philosophie où on est moins concentré sur le passé, parce que sinon on va déprimer, on va dire ah c'était avant et on l'a plus. Et si on se projette trop dans le futur, vu qu'il est incertain, c'est déprimant aussi. Donc il faut se concentrer au maximum sur le présent et espérer que les instances dirigeantes nous aident un petit peu. Bon, bah voilà, on a appris mercredi dernier que l'intermittence allait être conservée jusqu'à août 2021. C'est une bonne chose. Il faut s'en féliciter. Ça ne solutionne évidemment pas tous les problèmes, mais
On parle évidemment de la culture parce qu'on en est tous les deux, mais évidemment que la situation est catastrophique pour tout le monde. Faut pas, je voudrais surtout pas ni me ni nous victimiser. Faut Mmh. juste, encore une fois, nous on a encore cette chance de pouvoir, même si évidemment je ne sais pas quand est-ce que ces livres pourront sortir ou sortiraient, mais au moins on n'est pas en chômage technique si on désire. On est en chômage technique sur la réalisation des projets, mais sur la fabrication des projets, eh ben, on a notre cœur et notre cerveau pour pas dire ah ben non on peut pas, parce que nous on peut. Donc je dis faisons. Alors Mathias, j'aimerais qu'on revienne à votre œuvre puisque vous parlez d'ennemis. Dans vos romans précédents, que ce soit La mécanique du cœur, Métamorphose en bord de ciel qui sont parus chez Flammarion, ou Journal d'un vampire en pyjama chez Albin Michel, il y a une figure centrale, une figure importante, une figure qui revient, à savoir celle du médecin. Les médecins qui sont aujourd'hui au cœur de cette crise, au cœur de cet ennemi dont vous parliez. Qu'est-ce que cette crise nous révèle justement sur ces héros qu'on ne met pas assez souvent en avant et qui sont tellement importants pour vous? Moi j'ai été confronté à vraiment au médecin. J'ai fait 11 semaines de chambre stérile pour une greffe de moelle osseuse il y a maintenant 5 ans, 4 ans et demi. Effectivement, c'est des héros parce que moi, j'ai vu, je les ai vus travailler en fait. Je les ai vus être ma maison et ça va de l'aide-soignant jusqu'au grand professeur. Et c'est extraordinaire en fait parce que c'est une technique, mais c'est de l'humain sans filtre. Que quand vous êtes dans la vulnérabilité la plus totale et que vous pouvez pas sortir. Donc là, c'était un autre confinement d'un autre ordre, hein, parce que c'est pas être confiné chez soi, même si on n'est pas tous égaux non plus sur le nombre de mètres carrés qu'on a, etc. Mais dans un hôpital, en tout cas, on est tous logés à la même enseigne, surtout en chambre stérile, on ne peut pas sortir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Et ces gens m'ont permis de rester en vie, tout simplement. Ces gens m'ont sauvé la vie. J'avais ma part de travail hein, à effectuer, de morale, de résistance et d'acceptation. Mais ils ont fait le boulot, en fait. Moi, ce que je devais faire, c'était comme monter dans un avion et mettre une ceinture de sécurité, en fait, et faire confiance au pilote et me comporter normalement le plus respectueusement possible. C'est ce que j'ai essayé de faire à mon humble niveau, mais c'est eux qui ont travaillé. C'est eux qui ont travaillé et donc j'ai vu ça. J'ai expérimenté ça et j'ai une admiration et une gratitude folle pour eux. Donc c'est effectivement, c'est peut-être pourquoi je vais tout de suite parler de cette histoire de 11 mai. Et c'est vrai que je suis un petit peu des fois agacé par ce que je vois, ne serait-ce que par ma fenêtre ou parfois sur les réseaux, des gens qui disent ah, on va faire la fête, ou au contraire, on va manifester, on va faire ci, on va faire ça, on va se regrouper dès le 11 mai. Mais au moins, si vous ne faites pas, faites pas là pour vous, et faites-le au moins pour les autres. Et alors, dans ce cas-là, ne nous donnez pas des leçons à dire qu'il faut. Ne les applaudissez pas à 20h. Applaudissez-les pas à 20h si vous voulez, mais par contre, le 11 mai, et tant qu'on ne vous dit pas qu'il n'y a plus de danger, eh ben, faites attention. Ne restez plus chez vous parce que c'est permis, mais ne vous regroupez pas. Alors Mathias, C'est pardon, mais il y a un le autre thème. travail. Pardon, hein, j'ajoutais juste un truc, Allez-y, mais allez-y. outre justement. Mathias? Mathias? Moi, je suis à greffer les gens parce qu'il y a plus de transfusion sanguine, il y a plus de les, toutes les réserves de sang sont complètement à sec pour le coronavirus, etc. Donc, on voit, nous, comme tout le monde, malheureusement, les tristes bilans de chaque jour des décès. Mais en fait, c'est que, entre guillemets, sans aucun cynisme, c'est que le coronavirus. C'est-à-dire que le fait de traiter les gens du coronavirus, évidemment, fait qu'on ne peut plus traiter d'autres aussi pathologies, dont certaines chroniques. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des gens qui ne se comportent pas bien dans la rue ou sur les réseaux ou qui appellent à se regrouper dès le 11,
et ben, je sais que ce que l'effet, les dommages collatéraux qui vont il y a un effet papillon très pervers qui se produit, qui s'est produit déjà. Et donc j'espère que les gens, quand même entendront ça et prendront pas le 11 mai comme la victoire de la coupe du monde, 98, quoi. Mmh. Alors, ce qu'on sent aussi dans tous vos romans, dans toutes vos chansons, et dans ce film dont vous nous parliez, donc Une sirène à Paris, c'est que vous mettez toujours en avant la vie, vous mettez toujours en avant l'amour. Pourquoi ce sont, des valeurs, essentielles pour vous? Ben, après c'est des histoires de nature, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que c'est même pas trop intellectuel, c'est un truc de c'est comme ça que je le vis, et sans doute que ça a été un petit peu exacerbé par ce syndrome de survivant que j'ai maintenant. Parce qu'évidemment, moi, je suis, ma vie est un bonus désormais. J'aurais vraiment pu J'étais quand même sauvé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées à -180 degrés dans l'azote, pendant 15 ans, et j'ai changé de groupe sanguin, donc c'est de la science-fiction. Donc effectivement, ça met quand même un éclairage sur ce que c'est que d'être en vie, sur ce cadeau formidable que c'est. Ça peut paraître naïf, de dire ça, mais en fait, c'est un peu comme ça. C'est quand on n'a plus, quelque chose qu'on se rend compte à quel point c'est précieux. On trouve ça normal, de se promener, d'aller faire la fête et tout. Bah, quand on l'a plus, on fait: «Ah putain, c'était quand même vachement bien». On se plaignait, mais ça on l'a plus et c'était quand même vachement bien. Et bon, bah, la nostalgie, puisse, t-elle être joyeuse, et pour refabriquer du nouveau. C'est ce que j'espère de tout cœur, et moi, c'est vrai que je raconte des histoires là-dessus. Là, le livre que j'ai la chance, du coup, de pouvoir écrire en confinement, c'est mon voyage à vélo, en vélo électrique entre Paris et Düsseldorf, où justement je suis allé retrouver, cette seconde mère biologique parce que j'avais mis le code involontairement dans mon livre, Journal d'un vampire en pyjama. J'avais recopié parce que j'écrivais le livre in situ, donc sur la poche, quand j'ai été greffé, il y avait écrit, DCB, XP412, je sais plus quoi. Je l'ai écrit en fait, sans arrière-pensée. Sauf qu'il est sorti en Allemagne, et la directrice de l'hôpital qui a trouvé le sang de cordon a lu le livre, et puis elle a tapé le code dans sa base de données, elle a retrouvé la mère qui plus est, travaillait dans son service. Ah! Donc elle lui a donné le livre, sans lui dire que c'était elle, et puis elle a dit: «Alors, ah ouais, c'est super et tout, ça donne, ça concrétise un peu le travail qu'on fait, de voir en vrai tout ce qui se passe». Je fais: «Bah, regarde le code, c'est toi». Donc elle m'a envoyé une lettre. Heu, c'est complètement interdit en France de voir son donneur. Donc j'étais, à la limite de la loi, de la question de la loi sur la bioéthique. Donc j'en ai parlé avec les gens de la bioéthique. À partir du moment où c'est pas moi qui ai fait la démarche et que j'ai été greffé, l'appel venait de l'Allemagne après tout. En Allemagne, c'est permis, après 2 ans, avec un consentement mutuel évidemment, c'est quand même très encadré. J'avais le droit d'honorer cette invitation. Donc je ne savais pas comment le faire, et parce que je ne me voyais pas prendre un train ou prendre un avion, encore moins un avion, surtout par les temps qui courent. Je ne parle pas du coronavirus, je parle vraiment du de l'écologie. J'ai dit: «Qu'est-ce que je peux, j'ai trouvé en fait, la joie en me disant: «Je vais y aller en vélo électrique». Parce que j'avais essayé le vélo électrique un petit peu dans plusieurs endroits où j'avais fait des petites, conférences, et Pékin, Barcelone, Mexico, et un peu de vélo électrique. Je trouvais ça génial parce qu'à la fois, on faisait quand même du vélo, mais en même temps, on pouvait monter une côte facilement, c'était génial, quoi. Il y avait un petit pouvoir magique une petite cure de jouvence avec ce vélo-là, et donc bah, je suis parti de Paris jusqu'à Düsseldorf, quasiment 600 kilomètres. Je dormis dans des cabanes, dans des péniches, je chargeais mon vélo chez l'habitant ou dans une station-service. J'ai enregistré une chanson qui s'appelle Family, sur un vinyle à un exemplaire, comme les surprisiers dans Une sirène à Paris. J'ai mis dans la sacoche avec, quelques habits de rechange, et je suis parti seul avec ce vélo, et je suis arrivé à Düsseldorf, et j'ai rencontré, la maman et ma jumelle de sang aussi qui était à l'autre bout du cordon ombilical. On a passé une journée incroyable. C'était à la fois complètement fou et d'une simplicité, folle. C'est ce qui était peut-être le plus fou, c'était justement la simplicité de de la rencontre finalement, et je rencontre et je ben, normalement j'aurais été en tournée, j'aurais
pas tout de suite écrit ce livre, même si j'avais très envie de l'écrire. Et là, du coup, je suis en train de terminer ma relecture de deuxième passe sur le livre, quoi. J'ai tout écrit depuis qu'on est en confinement, quoi. Et Merci. finalement, ça fait un écho parce que c'était à la fois de la liberté, c'était le mouvement. Si on pouvait traverser une frontière, j'ai traversé 3 frontières européennes à vélo entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, sans qu'on me demande quasiment rien. Donc je me suis rarement senti aussi européen à faire du vélo à travers les frontières avec mon sang allemand dans ma carcasse française. Euh, et aujourd'hui, voilà, on est empêché par ça. Et en même temps, voilà, c'est la solidarité européenne aussi. Et puis c'est un confinement, c'est-à-dire c'est un dénuement aussi que d'écrire et même de se retrouver seul par rapport à un vélo. Ça crée des sympathies incroyables. Aussi, quand on se retrouve avec des gens moins bien intentionnés, on le sent plus passer aussi. Mais à 99% du temps, j'ai rencontré des gens extraordinaires et des gens que j'aurais jamais croisés dans, entre guillemets, ma sphère artistique. Je suis retrouvé avec des agriculteurs au fin fond de la Somme à discuter football et poésie en rechargeant mon vélo dans une station-service. Et c'est aussi un ralentissement. Parce que voilà, je voyais pendant des heures entières uniquement des champs et des éoliennes ou des lignes à haute tension. Donc c'est méditatif aussi. Donc c'est aussi, même si ce n'était pas une histoire inventée avec des sirènes ou des géants, euh, ça musclait aussi mon imagination. Merci pour cette belle histoire. Je tiens aussi à rappeler que votre groupe s'appelle Dionysos, qui célèbre ce dieu de la mythologie grecque, qui n'est pas n'importe quel dieu, puisque c'est le dieu du vin, du théâtre, de la Tout à fête fait. et de la folie. Ça vous ressemble bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage Avec plaisir. et surtout, portez-vous bien. À vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir, À Mathieu. bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.